Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on passera en revue les dossiers du moment avec Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities, et l'entretien est consacré à Alexia Riéger, en charge des relations investisseurs chez Biocénic, le journal des biotech. C'est parti. Et je reçois pour ce point d'actualité Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, il se passe toujours plein de choses sur les biotech. On avait quand même envie de faire un petit point qu'on espère rapide, oui, nous aussi, sur la faillite de SVB, la Silicon Valley Bank, puisqu'on a dit beaucoup de choses sur cette banque, et notamment qu'elle prêtait à toutes les valeurs de la tech, et dans la tech, il y a la biotech. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est quelque chose de notable, notamment pour notre petite biotech Frenchie, ou c'est un non-événement? Alors, c'était anxiogène, ça nous a fait travailler pendant un week-end, parce qu'il a fallu qu'on fouille un peu... Savoir qui avait des comptes ou des prêts à la SVB. Voilà, qui potentiellement en exposition. Alors, quand on regarde, en fait, il fallait regarder principalement les sociétés françaises qui étaient cotées au Nasdaq, parce que c'était celles qui étaient les plus à même de faire du business avec une banque américaine. Et dans le lot, en fait, il y en a deux qui ont eu une relation commerciale avec SVB, c'était Inat Pharma et DBV, puisqu'il y a eu des relations de primaires sur le dernier pipe de DBV, c'était Goldman et SVB qui étaient les bookrunners, donc il y avait une implication. Ouais. Néanmoins, les deux sociétés ont très vite réagi, puisqu'elles ont fait des communiqués de presse annonçant qu'elles n'avaient pas d'exposition au niveau de leur trésorerie dans cette banque. Ouais. Donc au final, l'épisode, ça a été très anxiogène, mais ça s'est vite fermé. Ouais. En tout cas pour les biotech françaises et leur trésor est dans d'autres banques, et je pense qu'il y a suffisamment d'acteurs sur la place pour mettre sa trésorerie que d'aller en Californie. Et sur les biotech américaines, il y a peut-être un risque selon vous? Alors il y en a quelques-unes quand même. Elles ont toutes, beaucoup ont révélé leur exposition, oui ou non, et leur niveau d'exposition. Donc, pour la plupart, c'était une exposition marginale, moins de 5%. Il y en avait quelques-unes. Il y en a une qui a indiqué, une société de diagnostic qui a indiqué ils utilisaient deux banques pour leur trésorerie, dont SVB. Donc là, forcément, les acteurs n'ont pas très bien réagi, parce que le titre a été sanctionné. Mais bon, le gouvernement américain a fait ce qu'il fallait pour garantir. Et il y avait une société en dermato où visiblement, ils ont réussi à se reconnecter le lundi, mardi sur le portail internet de SVB pour faire des mouvements sur les liquidités qu'ils avaient. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, le gouvernement américain a réagi, les autorités américaines ont réagi très vite sur le dossier. Donc ça, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous vouliez nous parler aujourd'hui également d'OSE immunothérapeutique. C'est pas pour parler de Tedopi, mais pour parler d'OSE 127 dans le syndrome de, attention, je prends mon nom, Sjögren, c'est ça, avec des résultats qu'on attend peut-être bientôt, c'est ça, Frédéric? Alors, prochainement, donc là encore, c'est une molécule particulière parce qu'en fait, ils ont un deal en place avec Servier et ils se sont un peu partagé le travail. Donc, dans la rectocolite hémorragique, c'est OSE qui fait le développement, alors que dans le syndrome de Sjögren, c'est Servier qui est responsable. Alors, OSE a communiqué en disant qu'il devrait y avoir les datas de cette phase 2 sur 48 patients au cours du premier semestre 2023. Quand on va sur clinicaltrials.gov, le site Servier annonce mi-mai. Donc c'est un petit peu plus précis. Voilà. C'est un peu plus précis. Au final, c'est presque demain. Oui, c'est ça, c'est bientôt. Et c'est vrai qu'il va falloir surveiller avec attention les résultats de cette étude pour voir un peu quel va être l'impact potentiel de cette étude sur les relations entre Servier et OSE. Il faut rappeler quand même que c'est une indication qui est très compliquée. Il y a eu beaucoup de tentatives. On rappelle peut-être rapidement ce que c'est, le syndrome de Sjögren. Alors, le syndrome de Sjögren, c'est une maladie auto-immune où, au final, l'organisme va synthétiser des anticorps qui vont détruire certaines parties du corps humain. Il y a une forte composante au niveau des glandes, c'est-à-dire que c'est des patients en final où il n'y a plus de glandes salivaires, elles sont plus fonctionnelles, donc il n'y a plus de sécrétion, ils ont également plus de larmes, parce que les glandes écrymales sont atteintes, il y a une sécheresse vaginale, pareil à ce niveau-là, et il y a des internes cutanées, pulmonaires, au niveau des reins, au niveau des articulations, au niveau du système nerveux central, on peut même aller jusqu'au lymphome. Donc c'est vraiment un syndrome qui implique de multiples organes et qui est vraiment une maladie terrible. Ça affecte principalement les femmes. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de solutions thérapeutiques. Donc, OSE a développé une molécule où il cible en fait le CD127. Donc, en fait, il essaie de bloquer une interleukine qui est un médiateur de l'inflammation et de jouer au niveau des lymphocytes T. Alors, c'est intéressant au niveau du mécanisme d'action parce qu'il y a une autre société américaine, Horizon, qui, elle, a travaillé plutôt sur les lymphocytes B, toujours en ciblant un peu les T et les B, mais la cible principale était sur la lymphocyte B. Donc c'est vrai que c'est une indication qui est compliquée. La question qu'on peut se poser, c'est la durée d'étude. Moi, je la trouve un peu courte. Parce que c'est quand même une maladie chronique inflammatoire, progressive. Les patients, généralement, ont été diagnostiqués depuis longtemps.
Donc, est-ce qu'on est capable de vraiment améliorer le score après 10 à 12 semaines de traitement? La question pour moi est en suspens. Sachant qu'Horizon Pharma a publié des datas positives l'année dernière. Oui, on pourrait être tenté de faire la comparaison, de se dire, tiens, finalement, est-ce que ça va être mieux, moins bien Alors, c'est clair qu'on va comparer, seulement il faut avoir à l'esprit que l'étude avait duré 24 semaines. Et il y avait eu un bénéfice sur un score. Alors, c'est un score qui est compliqué parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs domaines. Et en fait, dans chaque domaine, on évalue chaque domaine, on accorde des points pour chaque domaine, on fait la somme. Et la molécule d'Horizon avait montré une réduction d'un peu plus de 6 points, quand le placebo était à 4, donc il y avait un delta qui était que 2. Compliqué. 2 de mémoire. Alors, il y avait une différence statistiquement significative, mais c'est clair qu'on va comparer les datas qu'obtiendra Servier à ceux d'Horizon, parce qu'on est sur une population qui risque d'être la même, qui est relativement homogène, et le critère primaire d'efficacité est le même, parce que c'est la même score, échelle qui est utilisée, l'ESDAI, qui est utilisée. Donc il faudra voir ce que ça va donner. Et surtout, il faut souhaiter que le résultat ne soit pas négatif. Mais ça voudrait dire que Servier pourrait s'arrêter là si vraiment les résultats n'étaient pas concluants? C'est une des questions. C'est-à-dire que si cette étude n'est pas positive et en tout cas ne fournit pas d'informations qui permettent à Servier d'être optimiste sur la suite d'un développement, quelle pourrait être la suite donnée à Servier dans la collaboration si le second ne marchait pas? Et voilà, il faudra se poser la question. C'est pour ça que ces résultats ont quand même une importance court terme sur le titre. Réponse en mai pour... mai-juin. Mai-juin. Fin mai. Le temps qu'ils aient, voilà, ils auront quelques jours avant de faire le communiqué de presse pour digérer les datas. Bon, d'accord. En tout cas, comme vous l'avez dit, c'est presque déjà demain. Il y avait aussi de l'actualité sur les marchés avec Acticor qui a réalisé avec succès une augmentation de capital d'un peu plus de 12 millions d'euros. J'imagine toujours pour cette étude, ActiSave, qui évalue le Glenzosimab dans l'AVC. Alors, on a mentionné, on avait essayé aussi sur ce plateau de bien mettre en avant la nécessité pour beaucoup de biotech de renforcer leur trésorerie. Acticor était sur cette liste. Donc là, maintenant, c'est fait. Alors, ils ont quand même un programme clinique qui est assez chargé, puisqu'ils devraient aussi recruter le premier patient assez prochainement dans la fracture du myocarde, avec la même molécule. Mais c'est vrai que l'attention des investisseurs et de la communauté se porte forcément sur cette étude de phase 2, 3 qui est en cours. Donc il y a un peu plus de 200 patients recrutés, il faut qu'ils aillent chercher les 1000. Donc ils ont forcément besoin d'argent, c'est une grosse étude. Il y a une chose quand même qui est intéressante dans l'étude, c'est ce qu'ils ont été capables d'aller chercher avec l'agence européenne. Au niveau des critères d'efficacité, puisqu'on avait vu dans l'étude précédente, ils avaient communiqué sur l'effet sur les hémorragies intracrâniennes. Ils avaient aussi dit qu'ils avaient vu quelque chose sur la mortalité. Et le fait que l'agence européenne les ait orientés sur un critère primaire double, où justement il y a cette notion de mortalité, d'handicap qui rentre en compte, je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est pertinent d'un point de vue clinique. C'est-à-dire que réduire les hémorragies, c'est bien, mais quand on peut montrer que le produit est capable de réduire la mortalité, je pense que c'est encore mieux. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, ça pose quand même la question des résultats qu'on avait vus sur l'étude précédente et sur le design de cette étude-là, puisqu'on sait que le produit va être ajouté au final au standard de traitement. Et le standard de traitement, il faut de toute façon dissoudre le caillou. Donc on utilise une thrombolyse. Mais en plus de cette thrombolyse, on va faire une thrombectomie mécanique. On rappelle les différences entre les deux, justement. Thrombolyse, c'est chimique, c'est ça? C'est chimique et mécanique, c'est un acte... voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que sur l'étude précédente, il y avait 50-50. Néanmoins, la société avait indiqué que quand on avait la combinaison thrombolyse-thrombectomie, l'efficacité du Glenzo était supérieure. D'accord. Donc, ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que dans cette étude ActiSave, on ait, on va dire, un déséquilibre entre les deux procédures qui soit plus favorable à Acticor. Donc, sur la base des résultats de l'étude précédente, il faudrait souhaiter qu'il y ait un peu plus de patients. Un peu plus de combo thrombolyse plus thrombectomie dans cette étude. Pour espérer avoir une efficacité qui soit un peu meilleure et qu'au final, l'efficacité totale de l'étude, qui prendra en compte les deux, soit plus forte. Bien avoir à l'esprit que dans cette optique-là, parce que la société est quand même assez intelligente, il y aurait une analyse de futilité uniquement sur ces patients qui ont thrombolyse et thrombectomie. Donc après 100 patients. Des données un petit peu, Donc c'est pas 1000, mais ça donne peut-être déjà des indications. Voilà, sachant que, alors la question c'est quand est-ce qu'ils auront ces 100 patients dans les deux, puisque comme ils sont randomisés, on ne peut avoir que de la thrombolyse. Et puis il faut citer aussi que les discussions qui sont en cours avec la FDA aux US, il y a eu un amendement a priori au protocole,
puisqu'ils ont rajouté en plus de l'altéplase, un autre élément pour la thrombolyse, mais que tout ça se mette bien en forme et que le recrutement s'accélère pour qu'on ait les datas le plus vite possible. Et on se rend compte de toute quelquefois la complexité de bien designer son étude pour aussi avoir des résultats les plus satisfaisants. C'est absolument crucial. Alors après, il y a le pan d'analyse statistique, mais on peut penser que l'étude, au final, il y aura une analyse générale sur l'ensemble de la population, donc ceux qui ont eu thrombolyse uniquement et thrombolyse plus thrombectomie. Et on peut penser que dans le plan d'analyse statistique, ils ont intégré une sous-population, une analyse spécifique pour l'autre. Alors après, ça permet de mitiger un peu le risque, dans le sens où si on ne sort pas sur la population générale, mais qu'on sort sur un sous-groupe, on peut essayer de voir si on peut discuter et avoir la même uniquement dans un sous-groupe. Alors bon, ce serait une petite réduction de la taille de l'échantillon ou du marché, mais mieux vaut ça que rien. Bon, en tout cas, c'est pas pour tout de suite, puisqu'il y a encore pas mal de patients à recruter pour Acticor, et donc cette augmentation de capital était la bienvenue. On termine rapidement avec Sanofi, qui nous a annoncé, c'était le 13 mars, le rachat de la biotech américaine Provention Bio, pour à peu près 3 milliards de dollars, 2,9 pour être précis, dans le diabète. Alors, première question, tiens, on achète encore des choses dans le diabète, ça nous semblait peut-être plus le champ thérapeutique le plus à la mode, on va dire. Et 2, est-ce que ça peut... qu'est-ce que ça nous dit, effectivement, des biotech qui seraient présents dans cette ère thérapeutique? Alors, est-ce que c'est un comeback de Sanofi? C'est une bonne question, parce que historiquement, Sanofi est un acteur majeur de ce marché. Diabète, oui. Ils avaient un peu perdu, ils avaient fait un deal avec Zealand sur une GLP-1, mais la bataille du GLP-1 a clairement été gagnée par Eli Lilly et surtout Novo Nordisk. Donc c'est vrai que Sanofi avait un peu dégringolé dans la hiérarchie, en tout cas dans la perception qu'on avait de cette franchise diabète. Bien sûr. Là, il faut un retour en force. Alors, il faut un peu tempérer ce mouvement pour 2 raisons. La première, c'est que ils avaient tenté en finale, il avait dit, de racheter Horizon Pharma. Oui. Donc ils avaient visiblement un budget pour faire une acquisition majeure. Ça c'est pas fait, puisque c'est Amgen qui a remporté le dossier, et clairement Sanofi avait fait un communiqué de presse en indiquant que le prix demandé était au-dessus, déraisonnable, donc ils ne comptaient pas se soumettre d'offres, et pour eux, ils s'étaient retirés du jeu. Donc quand vous avez des équipes BD corporate qui travaillent d'arrache-pied sur un deal, et que le board, le management a donné au final son blanc-seing pour faire une opération, faut trouver une nouvelle cible. Un peu quelques semaines de travail, voilà. Donc là, il fallait trouver une nouvelle cible. Je pense que les investisseurs avaient en tête que Sanofi voulait faire une croissance externe, quelle qu'elle soit. Donc ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors Provention Bio, c'était assez facile pour eux de la faire, celle-ci, parce qu'ils avaient déjà un accord de copromotion sur le produit qui était approuvé aux US. Et dans l'accord initial de copromotion, il y avait un equity investment de 35 millions de dollars qu'ils avaient fait. Donc d'une, ils avaient une partie de droit sur le produit, et 2, ils avaient déjà un peu de capital de la société. Donc quelque part, en termes de due diligence, c'était assez rapide. Ils connaissaient déjà le dossier, la société. Donc voilà, ils ont fait ce move peut-être aussi pour rassurer les marchés ou pour satisfaire les marchés. Maintenant, il faudra voir si c'est un pari payant. Ce qu'on vient un peu en amont, c'est une approche, c'est un anti-CD3, donc c'est une approche un peu différente du traitement du diabète. Donc il faudra voir, le futur nous dira si cette approche est payante ou pas. Maintenant, c'est vrai que il y a eu un boom là sur le diabète et sur les molécules, parce qu'on a vu avec l'obésité que les deux étaient combinés avec ces fameux GLP-1 et Wegovy, Novo Nordisk qui est en train d'atteindre une performance qui est absolument dingue, parce que c'est fantastique ce que fait Novo. Donc peut-être que Sanofi s'est dit, il faut peut-être qu'on revienne un peu sur le diabète. Comme quoi, toujours surveiller, puisqu'on voit qu'aussi, on peut le dire, Frédéric, il y a des effets de mode, quelquefois dans les indications. Le diabète était un petit peu passé de mode il y a quelques années, et puis on se rend compte que quand un traitement arrive et qu'il est efficace, on peut faire redémarrer un marché. Oui, puisque par définition, c'est quand même un marché qui est colossal. Donc il y a quand même des tensions sur les insulines, notamment aux US où les prix ont fortement baissé, mais sur les traitements injectables, GLP-1 ou oraux, où il y a peut-être encore de la place. Après, je ne suis pas convaincu que ça va permettre au titre de Poxel de décoller, mais les pharma restent opportunistes. Les pharma restent opportunistes. Voilà, là c'était une approche innovante, Sanofi tente, et on verra si c'est un pari payant dans quelques années, en fonction du chiffre d'affaires atteint. Bon voilà, on fera les comptes, et avec vous Frédéric, merci beaucoup pour ce point d'actu. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Alexia Riégère, en charge des relations investisseurs chez Biocénic. Bonjour Alexia. Bonjour, merci de m'accueillir Laurent. Alors,
Les fidèles du journal des biotech ont entendu parler de Biosenic pas plus tard qu'il y a 2 semaines. On en parlait avec Jamila El-Bougrini, mais pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce nom, il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire, expliquer que c'est le nom de la biotech belge issue de la fusion inversée de Bone Therapeutics avec son homologue française Medsenic depuis octobre dernier suite au rachat d'une participation majoritaire à hauteur de 40 millions d'euros dans Medsenic. Voilà pour la petite histoire. Alexia, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement, pour commencer peut-être les raisons de ce rapprochement et nous décrire le profil de Biosenic aujourd'hui? On sait que le produit phare de Bone Therapeutics, c'était Allob, une thérapie cellulaire dans les fractures à retard de consolidation. Qu'en est-il pour Medsenic? Qu'en est-il du nouvel ensemble? Alors, les raisons de notre rapprochement sont doubles. Tout d'abord, il était essentiel pour Medsenic, en tant que société privée ayant des projets scientifiques et cliniques solides, qui ont d'ailleurs prouvé leur efficacité et leur performance à travers 2 essais cliniques de phase 2 réussis, de pouvoir se rejoindre autour de la science. Il s'avère que nous avons, avec la plateforme Allob, pu découvrir des synergies très intéressantes autour de l'inflammation. Bien que les maladies traitées chez Bone et Medsenic sont bien différentes, l'inflammation existe et nous pouvons affirmer que c'est un mot-clé qui devrait permettre de nombreux développements communs et d'ailleurs bien plus importants que ce que nous avions imaginé à l'origine. D'accord. La deuxième motivation à ce reverse merger est bien entendu un accès au marché public qui pouvait être opéré bien plus rapidement qu'à travers une IPO dans un contexte qui, je le rappelle, était aride et complexe pour les biotech au début de l'année 2022. Et puis pour répondre donc à la deuxième partie de votre question, les projets apportés par Medsenic portent sur les maladies auto-immunes. Il s'avère que 8% de la population mondiale est touchée par ces maladies et aucun traitement décisif n'existe pour bon nombre d'entre elles. Lorsque nous avons commencé à travailler avec le trioxyde d'arsenic, il nous a semblé évident qu'il fallait intégrer ce marché et développer notre traitement en première ligne. Nous sommes donc actuellement en cours de préparation de la phase 3 pour la CGVHD. Par la suite, nous comptons également travailler sous la forme d'accords de licence pour le lupus, pour lequel nous avons déjà obtenu d'excellents résultats en phase 2A, et la sclérose systémique, qui est une forme de sclérodermie, et pour laquelle nous avons des études précliniques positives. Bon, on va revenir sur tous ces développements et on voit qu'il y en a effectivement. On a donc 2 plateformes, on va revenir. L'une, Allob, thérapie cellulaire, l'autre pour les maladies auto-immunes qui utilisent le trioxyde d'arsenic, vous l'avez dit Alexia. On va détailler les avancées dans ces 2 branches. On va commencer par Allob. Vous annonciez justement plutôt une bonne nouvelle en février dernier, avec des progrès dans l'évaluation radiologique. Là, je vous cite, vous permettait désormais de travailler sur une cohorte plus réduite de patients et surtout d'être en mesure de communiquer des résultats intermédiaires dans le cadre de votre essai clinique de phase 2B dès le 2e trimestre. Le 2e trimestre, Alexia, on y est là, c'est quasiment maintenant. Oui, tout à fait. Alors, il s'avère qu'après analyse par nos statisticiens, nous nous sommes rendus compte qu'à 57 patients traités, les résultats cliniques obtenus seraient significatifs pour le critère principal d'efficacité. Et par conséquent, il nous a semblé évident d'arrêter le recrutement afin de pouvoir passer au cleaning des data et analyse de ces dernières. C'est une décision qui nous permet en fait de poursuivre notre stratégie qui est de license out nos projets. Donc, notre objectif, je le rappelle, c'est d'apporter des résultats cliniques pour permettre à des entreprises pharmaceutiques de développer et commercialiser nos médicaments. Et donc, cette décision s'inscrit dans la continuité de notre développement avec à la clé un gain de coût pour notre entreprise et des résultats d'ici la fin Q2 2023 afin de poursuivre et sceller certaines discussions amorcées sur de potentielles licences. Bon, ben voilà, donc des news qui vont tomber dans pas longtemps. L'autre développement stratégique, vous l'avez dit, c'est cette étude en cours de design, étude de phase 3 sur le trioxyde d'arsenic en combinaison avec des corticostéroïdes comme traitement de première ligne dans la réaction du greffon contre l'autre, la GVHD en jargon, modéré à sévère. Est-ce que là, vous pouvez revenir peut-être sur les enseignements récents de cette étude et les résultats déjà recueillis? Oui, bien sûr. Donc, nous avons effectué une phase 2 avec des résultats extrêmement positifs, puisque sur l'étude, nous avons pu observer 75% de rémission partielle ou totale. Et le taux est encore plus élevé pour les patients ayant suivi parfaitement à la lettre le protocole, avec 82,4%. Donc, nous sommes en cours actuellement de préparation de cette phase 3. Et c'est une étude que nous avons choisi de mener sous l'égide de la FDA. Oui. Nous avons obtenu en mai 2022 dernier le feu vert de la FDA pour le pre-IND meeting. Et actuellement, nous sommes en train de préparer la soumission du IND préliminaire, évidemment, à l'ouverture de cet essai.
Donc, l'étude sera réalisée avec un médicament oral administré sur un cycle de 3 semaines, et ce, dans les mêmes conditions que l'étude de phase 2. Et il est important de noter que nous ne sommes pas sur un traitement chronique, ce qui nous procure un avantage concurrentiel important. Quant au protocole, lui est en cours de finition, et nous avons décidé de travailler avec une CRO qui est spécialisée, avec des sites aux États-Unis et en Europe. Bon, se donner les moyens vraiment de réaliser le mieux possible cette étude. Dans le même temps, on l'a dit, il y a aussi, vous l'avez évoqué, cette étude de phase 2B avec le trioxyde d'arsenic dans le lupus érythémateux systématique. Il va falloir nous en dire un petit peu plus sur cette pathologie et pourquoi vous estimez que votre traitement peut y démontrer son efficacité, même si, quand je vous écoute, est-ce qu'il n'y a pas encore là une histoire d'inflammation, justement ? Tout à fait. Alors, le lupus, c'est une pathologie en fait qui affecte un grand nombre de personnes dans le monde, environ 2 millions de personnes. Et en fait, elle affecte plusieurs organes importants, d'où le nom systémique. On parle des reins, du cerveau, sans parler de la peau. On pense qu'elle est liée en fait à l'activation de lymphocytes B ou T et à un dérèglement de la production de cytokines pro-inflammatoires. Donc, concernant le lupus, nous avons effectué en 2013 jusqu'en 2015 une phase 2A sur une petite cohorte de patients affectés de manière modérée à sévère et traités par des corticostéroïdes et de l'hydroxychloroquine. Et donc, le traitement de trioxyde d'arsenic a été donné en sus du traitement que je viens de citer, qui est le standard of care, le traitement standard, avec l'idée de diminuer les doses de corticostéroïdes en cas d'amélioration rapide. Le trioxyde d'arsenic, dans cette étude, a prouvé toute sa sécurité et son efficacité avec des résultats très positifs qui ont d'ailleurs été publiés en 2021 dans une revue internationale à comité de lecture qui s'appelle Arthritis and Rheumatism. Cet essai donc, peut maintenant passer à l'étape suivante sur un plus grand nombre de patients contre placebo et nous aimerions développer un partenariat de type licence pour pouvoir justement continuer ce projet. Voilà, attendez, parce que là, quand je résume, on a donc un actif avec une phase 3 en préparation, un autre avec des résultats intermédiaires, de phase 2, une autre indication en cours de préparation, des données encourageantes en préclinique dans la sclérose systémique, on ne l'a pas encore évoqué. Comment, et là je pense que c'est la question que tous les investisseurs se posent, comment vous allez séquencer tout ça entre les résultats d'un côté d'Allob, entre cette étude de phase 3, et puis aussi forcément les questions qu'on se pose avec ça, quelle taille, quel coût pour chacune de ces études. Pour faire simple, comment vous allez prioriser ça de façon stratégique? Bien sûr, je comprends tout à fait la question. Alors, il est évident que nous avons beaucoup de projets prometteurs dans notre pipeline, mais nous savons pertinemment que leur développement au sein de Biocénic ne peut pas s'opérer pour tous. Il est important, je pense, de connaître son métier et de s'y tenir. Et dans notre cas, nous restons une biotech spécialisée et R&D. Par conséquent, notre business model, comme énoncé précédemment, c'est de travailler sur un modèle de licence. Ainsi, nous comptons entreprendre donc, cette phase 3 CGVHD pour pouvoir prouver définitivement l'efficacité de notre traitement dans ce domaine, tout en licenciant cette indication dès que possible. Puis, nous souhaitons licencier les autres pathologies de taille plus importante, qui sont donc le lupus et la sclérose systémique. Et concernant Allob, il en va de même. Pour la thérapie cellulaire que nous tentons de développer et que nous souhaitons développer au sein de Biocénic, de manière générale, c'est idem. Donc pour Allob, avec les résultats que nous allons recevoir en Q2 2023, nous espérons convenir d'un accord avec un partenaire pour son développement. Et d'ailleurs, nous sommes actuellement en discussion avec des partenaires qui pourraient vouloir développer l'une ou l'autre de ces pathologies. Cela, je pense, prouve que nous allons dans la bonne direction. Donc pour résumer, on va dire que le gros du travail a déjà été effectué pour arriver aux résultats que nous venons d'expliquer précédemment. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'objectif se recentre autour de 2 projets principaux pour Biocénic. Le premier, Allob, dont les coûts ont été absorbés par le passé, et le deuxième, la CGVHD, qui, comme toute phase 3, devrait nécessiter environ 20-25 millions pour pouvoir atteindre sa commercialisation d'ici 4-5 ans. Alors forcément, on est sur le journal des biotech, on est sur Boursorama, on est toujours un petit peu pragmatique, beaucoup de développement à venir. Est-ce que Biocénic a les moyens de les financer? Quel est aujourd'hui justement votre horizon financier? Puis quelles ressources vous pouvez activer pour assumer tous ces développements?
Alors, l'horizon de Biocénic repose sur différents éléments, tels que des aides non dilutives de l'État belge et de l'État français, le financement non dilutif d'1 million d'euros de la part de Pridgin qui a été reçu en février dernier et des retours en crédit impôt recherche. Évidemment, à cela, il faudra ajouter de futures possibles licences et levées de fonds. Ce qui me permet de vous dire aujourd'hui que notre trésorerie nous permet d'avoir un horizon serein jusqu'en Q2 2023. Alexia, il y avait aussi, vous aviez fait état dans différents communiqués de discussions en cours avec un partenaire possible sur les droits mondiaux d'Allob. Ça, on est où ça ? Oui, alors il s'agit de Pridgin. Le contrat a été terminé puisque de nouvelles réglementations sont passées et que pour les Chinois, il n'était pas possible d'avoir affaire à des donneurs européens. Par conséquent, cette discussion et cette licence a dû se terminer, mais nous sommes en cours de discussion avec eux pour d'autres projets. Évidemment, rien de certain à ce stade, mais des discussions qui vont bon train. Et concernant les droits mondiaux d'Allob, nous avons des discussions en cours avec d'autres partenaires et nous espérons que ces derniers devraient se concrétiser lors de la parution des résultats d'ici quelques mois. Bon, d'ici quelques mois. Rapidement, pour finir, Biocénic est coté actuellement à Bruxelles et Paris. Vous allez maintenir cette double cotation. J'imagine que ça coûte un petit peu plus cher que si vous n'étiez que sur une seule place. Oui, alors oui, effectivement, ça coûte un peu plus cher. Maintenant, nous allons la maintenir. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette double cotation est assez intéressante pour la société, puisqu'elle permet un accès à des marchés financiers plus importants et plus liquides, tout en facilitant l'entrée au capital pour de potentiels investisseurs étrangers. Nous souhaitons donc vraiment maintenir la visibilité de notre entreprise dans les différentes régions dans lesquelles nous sommes implantés et auprès de nos différents partenaires, bien évidemment. Bon, donc prochain rendez-vous, on se dit c'est quoi? C'est résultats dans Allob et peut-être l'annonce de la signature d'un partenariat. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Exactement, mais c'est tout le mal qu'on nous souhaite. Et bien voilà, c'était Alexia Riegert en charge des relations investisseurs chez Biocénic. Merci beaucoup Alexia. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.